l'objectif de cet atelier vise 3 objectifs fondamentaux. Le premier, c'est de découvrir la PNL. Donc, Michel vient de nous donner un petit gist, un petit jet. C'est aussi de connaître les postulats de la PNL. Parce que la PNL, c'est comme, ce n'est pas une religion, mais on est PNListe. Tout à l'heure, j'ai entendu 2 personnes parler de PNListe. Donc, il y aurait une sorte de PNLisme, un peu comme si nous appartenons tous à une famille. C'est comme on dit le christianisme. Les chrétiens ont leur code de vie et le code de conduite du chrétien, c'est l'évangile. Parce que c'est là qu'il va trouver comment il doit vivre comme chrétien. Parce que le fondateur a laissé un code de conduite. Mais les PNListes n'ont pas un code de conduite. Parce qu'on ne peut pas en même temps dire libérez-vous, en même temps on vous donne des codes de conduite. Mais il y a des postulats en PNL. Il y a des postulats, ce qu'on appelle aussi des présupposés, des présuppositions. C'est-à-dire, nous disons, si tu veux que la PNL soit efficace chez toi, il faut d'abord, au départ, te positionner par rapport au postulat de la PNL. Je te prends un premier postulat. La carte n'est pas un territoire. Ça, c'est le premier postulat de la PNL. Si tu dis que non, la carte est un territoire, il y a un problème. Ça veut dire quoi, la carte n'est pas un territoire? On va le voir tout à l'heure. Ça veut dire, ce que j'ai comme représentation du monde dans ma tête n'est pas le monde. Ce n'est que ma représentation. Mais si je n'y crois pas, je rentre en PNL. La PNL n'est pas faite pour moi. Parce que la PNL dit ce qui est dans la tête de Cyril, dans la tête d'Étienne maintenant, n'est pas la même chose qui est dans la tête d'Anissé ou dans la tête d'Yvette ou de Nathalie. Et c'est correct. Chacun est libre d'avoir la représentation qu'il veut avoir de la réalité. Mais ça ne change rien à la réalité. C'est juste sa représentation. Un autre postulat va vous dire, chaque être humain a toutes les ressources en lui pour obtenir ce qu'il veut dans la vie. Mais si je n'y crois pas, la PNL n'est peut-être pas faite pour moi. Parce que les outils à PNL vont être puissants en fonction de notre adhésion au postulat ou pas. C'est-à-dire, si je ne crois pas que Jésus est fils de Dieu, qu'est-ce que je fais avec le salut qu'il m'apporte? Si je ne crois pas que le Messie, je fais quoi son salut? Je ne fais rien avec ça. C'est un postulat déjà. Si je ne crois pas qu'il est mort pour te libérer du péché, mais le reste là, ce n'est qu'une conséquence. Donc, c'est très important. C'est pour ça que c'est le deuxième objectif, c'est que nous puissions comprendre c'est quoi les postulats de la PNL. C'est-à-dire qu'un PNListe, il fonde son action sur quoi? Et les postulats, j'en ai retenu 15. On va les voir. Et le troisième objectif, il est beaucoup plus vaste. C'est de découvrir comment la PNL peut aider dans la vie privée et dans la vie professionnelle à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que c'est ce que nous recherchons dans le développement personnel. Parce que le développement personnel, chers collègues, je pense pour moi, c'est le cadeau qu'on s'offre à soi-même. Parce qu'on fait plein de choses pour les gens. La maison que j'achète, c'est le développement matériel. Je ne m'offre pas ça seulement à moi. Parfois même, ce n'est même pas à moi. Puisque je finis de bâtir une maison, peut-être je n'entrerai même pas là, je vais mourir. Mais la PNL, le développement personnel de manière générale, c'est le cadeau qu'on s'offre à soi-même pour prendre l'expansion. Parce que Cyril a été créé pour être une personne irremplaçable, pour être celui qui va briller, pour éclairer les autres. Étienne a été créé aussi pour briller et éclairer les autres. Et ainsi de suite, Anissé, Cyril, Michel, Joséphine, tout le monde, nous avons été créés chacun pour être une version achevée. Mais très souvent, nous vivons une vie petite comme ça. C'est parce que vous allez arriver de voir des gens, après vous dites, oh, quel gâchis, quel gâchis. Vous voyez quelqu'un qui a peut-être tout pour réussir, mais vous voyez la vie qu'il mène. À peine, il est capable de nourrir sa famille.
À peine il est capable de se soigner. À peine il est capable de réfléchir par lui-même. À peine il est capable de choisir par lui-même. Donc, il traverse la vie en subissant. Donc, dans les années 70, je vais rapidement profiter aussi pour donner en même temps l'historique de la PNL. Dans les années 70, il y avait un très grand un courant aux États-Unis, même partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis, un courant qui visait à redonner aux personnes et aux organisations une sorte de pouvoir sur eux ou sur elles. Pour ce qui est des organisations, c'est en ce moment-là que les personnes, les gens comme les Maslow, qui est un grand psychologue des organisations, Maslow émerge en même temps que la PNL, c'est lui qui a parlé de la pyramide des besoins. Mais en ce moment-là, il y a un jeune étudiant d'une vingtaine d'années qui faisait sa maîtrise en psychologie, Brandler, et son directeur de thèse, Grinder. Le jeune s'est mis à réfléchir sur comment les gens qui ont du succès se comportent. Voilà sa question de base. Comment les gens qui réussissent, que ce soit dans le domaine du sport, la culture, les sciences, tous les domaines, comment eux ils fonctionnent, quel est leur état d'esprit, comment ils fonctionnent, comment ils se comportent pour réussir. Il s'est rendu compte que les gens qui réussissent ont une façon de fonctionner, de réfléchir. Ils ont des croyances, ils ont des valeurs, ils ont des comportements. Il y a des stratégies qu'ils mettent en place pour réussir. Il a donc fait ce qu'on appelle la modélisation. Il a modélisé le processus qui mène au succès. Voilà le début de la PNL. Alors, mais lui, il étudiait la psychologie. Son directeur de thèse était un linguiste, compris dans programmation neurolinguistique. Son directeur de thèse était un linguiste, mais en même temps, c'était le début de l'informatique. C'était aussi un informaticien. Vous voyez, la PNL vient de la linguistique, de la psychologie et de l'informatique. Vous voyez, la programmation, on va utiliser les mots comme coder, encoder, décoder. Ça, c'est la même chose. On programme, on déprogramme. C'est comme un logiciel, nos cerveaux. On peut programmer quelque chose, on peut enlever le programme un autre. Et ça dit, waouh, ils sont donc travaillés là-dessus et finalement, ils ont compris que l'être humain est une formidable machine. Vous voyez les grandes écoles comme Harvard. Tous ceux qui sont de Harvard ont une façon de fonctionner. C'est parce qu'on modélise les intelligences, les esprits brillants. On les modélise et on enseigne ça aux autres. Vous voyez les grandes multinationales, pourquoi elles réussissent? Même, vous pouvez clasher, un avion peut clasher maintenant avec tous les managers du multinational. La multinationale va rester toujours au top. Alors que dans certains pays, s'il y a certaines personnes qui meurent, on va dire l'homme fort est mort. C'est fini, il n'y a plus rien. Parce que tout était dans sa tête. Personne n'a pu, on n'a rien pu, on n'a rien pu. Tout était dans sa tête. Il est le baobab. Et on connaît le baobab chez nous, dans nos villages. On dit c'est lui le docteur du village. Avec la PNL, on reproduit les succès. On reproduit les personnages. On modélise. C'est ce que l'informatique fait. Quand on crée les programmes. On crée les programmes tout le temps. Donc, ça, c'est, voilà un peu l'histoire de la PNL en raccourci. Mon ami Hans parle souvent de raccourci féroce. Donc, c'est aussi un autre raccourci féroce que je viens de prendre là. Juste pour que nous comprenions que la PNL, c'est une science. Parce qu'elle est née à l'université. Elle est née dans le cadre de la recherche universitaire. Et finalement, Grinder a fait sa thèse de doctorat là-dessus sur la PNL. C'est lui et son directeur de thèse qui sont les fondateurs de la PNL, première génération. Donc, c'est né dans le cadre universitaire de recherche scientifique. Mais après, la PNL est rentrée en entreprise parce qu'à l'époque, on réfléchissait sur comment faire pour moderniser le management. Donc, on a donc commencé à modéliser
les grands managers pour voir comment ils se comportent. C'est là où les gens comme Henry Mintzberg, qui est grand théoricien du management des organisations, qui est professeur à l'Université McGill à Montréal, il est encore vivant. C'est là-bas qu'ils sont allés puiser leur inspiration pour définir aujourd'hui ce qu'on appelle la théorie des organisations. Quand ils représentent l'organisation comme un être humain, tout a été pris de là. Donc, c'est extrêmement important de voir que, grâce à la PNL, si nous prenons vraiment au sérieux les outils que nous donne la PNL, on est capable de vivre la vie qu'on veut mener. On est capable de vivre la vie qu'on veut mener. On est capable de choisir. On est capable de s'autoriser. Mais, plus important encore, on respecte les autres. Parce que les autres ont aussi la capacité de s'autoriser et de décider de ce qu'ils veulent de leur vie. On responsabilise les autres parce qu'on se responsabilise. On se rend compte que ma vie est entre mes mains. Ça peut paraître plate ce que je vais dire. Mais je dis, au lieu de dire, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ceci, tu ne me donnes pas ceci. Attends. La PNL te dit, tu es capable d'aller le chercher. Elle ne te dit pas, ne demande pas au Seigneur. Mais tu es capable, il t'a déjà tout donné. Puisque celui qui a obtenu ça n'est pas allé demander au Seigneur. Pourquoi les gens ne se posent pas la question que, mais, il y a des gens qui réussissent des choses sans nécessairement qu'ils soient là à prier matin, midi, soir pour les obtenir. Mais ils travaillent pour les obtenir. Ils ont ce qu'on appelle la méthode. La PNL, c'est un processus de transformation, de changement et de communication, et un processus de développement du potentiel humain et organisationnel. Donc, voilà de manière globale ce que nous allons voir pendant ces 3 jours. Nous allons, la méthode de travail sera la suivante. Nous allons beaucoup partager parce il est important que nous puissions nous libérer la parole. Partager les choses qui remontent à partir de ce que nous entendons, de ce que nous voyons et de ce que nous ressentons. Qu'on laisse ça. Parce qu'une fois de plus, on nous a pendant longtemps enseigné qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On nous a pendant longtemps dit qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire. On nous a pendant... Si je vous pose la question, quels sont les interdits qu'on t'a enseignés à la maison et à l'école, dans la famille, dans ta culture, dans ton village? La liste sera interminable. On dit une femme ne croise pas les jambes devant un homme. Une femme ne regarde pas un homme dans les yeux. Une femme ne mange pas la vipère. Un homme n'entre pas à la cuisine. Moi, on m'a dit ça. Hein? On m'a dit ça. Moi, il n'entre pas à la cuisine. Bon, j'entre déjà quand même parce que je me suis libéré. Mais on m'a dit qu'un homme qui est dans la cuisine, tu n'es plus un vrai homme. On te dit tellement de choses, tellement, et on vit avec ça. On te dit, moi, mon oncle m'a enseigné que le blanc est Dieu. Textuellement authentique. Il m'a dit en bas ça, Nkana est job. Nkana est job. Et imagine-toi, on dit ça à un enfant qui est tout petit, que le blanc est Dieu. Le blanc est Dieu. Il me dit, Noré, tu entends? Le blanc est Dieu. Waouh! Imagine les dégâts que ça peut provoquer dans un esprit fragile, d'un jeune adolescent, un petit enfant. Mais lui, il se comportait comme ça. Quand il entend un blanc parler, il est comme ça, il se coupe. Mais je comprends, il est né avant les indépendances, longtemps avant les indépendances. Donc lui, c'est un colonisé dans l'âme et il a vécu sa vie le colonisé. Mais il enseigne à quelqu'un qui n'a pas connu la colonisation que le blanc est Dieu. Et imagine alors si enseigne à mon enfant le blanc est Dieu. Il va dire, donc mon camarade de classe qui est avec moi, donc il est Dieu. Pourquoi tu m'amènes alors à l'église? S'il est Dieu, mais ne m'amène plus à l'église, s'il est Dieu, puisqu'il est déjà Dieu. Donc vous voyez, on a tellement, nous a vendu des choses. Parfois, c'est des valeurs. Parfois, c'est des choses positives aussi. Hein? On ne dit pas que... Mais notre liberté, c'est de choisir ce qui est bon. Et bon, c'est relatif. C'est par rapport à ce que je veux de ma vie. Je prends ce qui est bon et je laisse ce qui n'est pas bon. Donc, nous devons faire le magasinage dans notre histoire. Sélectionner ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. La religion nous a vendu beaucoup de choses qui sont bonnes pour nous et des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour nous. L'éducation,
occidentale nous a vendu les choses bonnes et les choses qui ne sont pas du tout bonnes pour nous. L'éducation familiale nous a vendu les choses bonnes et les choses qui ne sont pas du tout bonnes pour nous. Mais ce qui peut être bon pour moi et ne pas être bon pour Anissé. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est bon pour tout le monde. Non, non, c'est au cas par cas, en fonction de ce que je veux faire de ma vie. En fonction de ce que je veux faire de ma vie. On nous a dit, je vous prends un exemple, chers collègues. On nous a dit que pour avoir la possibilité de parler ou de créer quelque chose dans le domaine universitaire, il faut avoir un doctorat. Qui a dit ça? Mais je vous dis, quand j'ai créé l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale, il y en a qui sont là qui savent, même Michel à l'époque était même passé à l'IGAC, je n'avais même pas de maîtrise. Tout le monde m'a dit, mais toi, qui va t'écouter? Qu'est-ce que tu fais là? Waouh! Qui a dit qu'il faut avoir un doctorat pour créer un institut de formation universitaire? Qui a dit ça? Personne n'a jamais dit ça, mais tout le monde croit que c'est comme ça. Qui a dit qu'il faut avoir un doctorat pour enseigner dans une université? Personne n'a dit ça. On a dit qu'il faut avoir un doctorat pour faire la recherche, pour diriger des gens qui font un doctorat. Mais on n'a pas dit qu'il faut avoir un doctorat pour enseigner à l'université. Parce que moi, j'ai fait l'école nationale d'administration publique à l'université, où j'avais moins de 30% de docteurs qui enseignent dans cette école. C'est des hauts fonctionnaires, des gens comme Michel, parce qu'on forme les hauts fonctionnaires. Mais c'est ça, tu ne peux pas pouvoir former les hauts fonctionnaires et tu prends les gens qui eux-mêmes n'ont jamais été fonctionnaires pour former quelqu'un qui va devenir haut fonctionnaire. Ils vont le former en quoi? En quoi? C'est comme si on forme les prêtres, on prend des gens qui ne sont pas prêtres pour dire formez-moi les prêtres là. Ça va donner quoi? Vous voyez, c'est autant de choses. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis en train de déconstruire beaucoup de choses que j'ai reçues. Pour moi, avant, c'était bien, mais je l'ai déconstruit. Je lave mes enfants le matin. Qui a dit qu'un homme ne lave pas les enfants le matin? Qui a dit qu'un homme ne lave pas et sa femme? Qui a dit ça? C'est écrit où? Moi, je lave, même si c'est le string, je lave. Je lave. Anissé, tu veux parler si tu veux. Cyril, il y a les prêtres. Mais si le prêtre veut laver, lui, il n'a qu'à laver. Moi, je prends moi, je lave. Il va parler ça où? On coupe la partie au montage. Il dit, on va voir ça où. Mais en réalité, c'est pour dire que autorisons-nous. Et c'est ça la PNL, chers collègues. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est que s'autoriser. Parce que même, je vais prendre des exemples parce que c'est à peu près la sociologie de notre groupe. Il y a des religieux qui ne s'autorisent pas, qui ont sous-traité totalement leur liberté, leur vie totalement à un supérieur, si c'était au moins pour qu'ils soient heureux. Mais souvent, c'est pour qu'ils subissent la vie. Sur leur visage, tu peux voir que la personne est vraiment en train de subir la vie. A-t-on vraiment été créé pour ça? Non. Croyons vraiment que c'est pour ça? Non. Voilà, c'est eux les religieuses qui répondent et disent non. Pareil, il y a les conjointes qui ont carrément, totalement sous-traité leur vie à leur conjoint. Elles subissent. Elles disent, ah, en tout cas, la choisi, ça a choisi. Hein? La choisi, ça a choisi. Comme on dit au Cameroun. Mais quelqu'un meurt à petit feu. Quelque temps après, vous entendez qu'on l'a enterré. C'est vraiment la vie, ça? C'est quelle vie qu'elle a vécue? Non. Vice versa, hein? Pareil pour les hommes aussi. C'est quoi? Donc, la PNL vient nous responsabiliser, nous donner les ressources pour que nous soyons capables de vivre la vie que nous voulons vivre. Pas seulement en parlant, mais en agissant, en fabriquant notre vie qu'on veut vivre. C'est ça le rôle de la PNL. Fabriquer la vie qu'on veut vivre. Nous sommes les artisans de notre vie. Personne ne va le faire à notre place. Même pas nos parents. Hein. La preuve, la plupart d'entre nous, même peut-être les parents ne vivent même plus. Mais le père avait dit, il faut que tu sois médecin. Il faut que tu sois ça. Mais après, le papa n'est même plus là pour voir le médecin là où là. Mais toi, peut-être, ce n'est pas ce que tu voulais faire. Mais tu as pogné toute ta vie à faire une affaire que quelqu'un a décidé que tu dois faire. Alors que peut-être c'est être coiffeuse qui aurait été épanouissant pour toi. Peut-être c'est être plombier. Peut-être c'est être musicien. Peut-être c'est être pasteur. Peu importe. Mais fais ce que tu veux faire.
Et c'est ça, la PNL. Aujourd'hui, même dans l'église, la PNL est rentrée. Dans l'église, aujourd'hui. Cette liberté des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la PNL. Ce n'est pas juste les mots. Liberté des enfants de Dieu, mais en même temps, fermeture. Non, non. Liberté des enfants de Dieu. Vis la vie que tu veux vivre. Et il n'y a que toi pour décider. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Donc, dans PNL, on va le voir tout à l'heure, là. On ne pointe pas le doigt. Non. Et la PNL, on ne pose pas les questions pourquoi. Quand on ne pose pas, c'est que tu peux poser la question que tu veux. Mais le pourquoi n'aide pas. Ce qui nous aide en PNL, c'est le comment. Parce que le comment nous met en mouvement. Le comment me responsabilise et me pousse vers les stratégies, à trouver les stratégies pour répondre à ce que je veux, ce que mon être profond veut, ce que mon être désire. Oui, Nathalie. Tu as parlé de postulats. Il faut fonder sa vie ou son action sur des postulats. Et tu disais que toi, tu en as 15. Ce sont les tiens ou alors c'est à chacun d'avoir ces postulats? C'est les postulats de la PNL. C'est la PNL qui offre tous ces 15 postulats. Tu choisis, tu prends ce qui est bon pour toi dans les postulats. OK? On va avancer même pour que je ne te traîne pas longtemps. C'était un atelier qui pouvait prendre minimalement 30 heures. Hein? C'est un atelier de 30 heures, mais on va le faire en 6 heures rapidement. OK, voilà, c'est sûr que vous connaissez tous cette courbe d'apprentissage. Et quand on ne dit pas apprentissage, prenez ça au sens large. Ça peut être l'apprentissage dans le domaine des connaissances intellectuelles. Ça peut être l'apprentissage de la vie. Nous passons tous par ces étapes. Tous. Même un enfant. Quand un enfant apprend à marcher, ou bien quand il naît, il est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'il ne peut pas marcher. Il ne sait pas qu'il ne peut pas marcher. Il est se coucher là, il ne sait même pas qu'il ne peut pas marcher. C'est pareil pour certains, par rapport à certaines connaissances ou par rapport à certaines habiletés, peu importe. Nous sommes souvent inconsciemment incompétents. Mais le deuxième niveau, quand on devient consciemment incompétent, c'est par exemple ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On est consciemment incompétent, on se dit, oh, ça, je ne savais pas ça. C'est ce que Joséphine nous a dit au début. Mais j'ai passé 20 ans, je ne voyais pas ça. Elle devient consciemment incompétente. Et quand on est consciemment incompétent, qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas là longtemps. Rapidement, on passe à la troisième étape. On se pose la question comment? Comment? Et on devient consciemment compétent. C'est-à-dire, on apprend. C'est là, au troisième niveau, là, quand on devient consciemment compétent. C'est-à-dire, on apprend et on sait qu'on sait. On sait qu'on sait. Même si on ne sait pas tout, hein, je ne dis pas qu'on devient savant, mais on sait qu'on sait. Mais on sait aussi qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Parce que chacun dans la vie sait qu'il y a des choses qu'il ne sait pas, mais il sait aussi qu'il y a des choses qu'il sait. Donc, nous travaillons tous les jours pour devenir de plus en plus consciemment compétents dans tout ce qui peut nous aider à vivre la vie qu'on veut vivre. Je ne sais pas dire non. J'ai un ami qui m'avait offert un livre. C'est d'ailleurs un prêtre, Bertrand Fortine, le père Bertrand Fortine. Il m'avait dit, je vais t'offrir un livre à mon anniversaire. Le livre, c'était « Comment dire non ». Parce qu'il y a une chose que je ne savais pas faire. Je ne sais pas si je sais le faire maintenant. C'était de dire non, savoir dire non. Je ne savais pas dire non. Et selon vous, pourquoi? Pas pourquoi. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à ne pas être capable de dire non? Ça peut être dû à quoi, selon vous? Ne pas être capable de dire non. Une naïveté. Oui, Marguerite, sœur Marguerite? J'ai dit une naïveté peut-être. Il y a la naïveté, oui, ça peut être la naïveté. Ça peut être quoi d'autre? On peut être aussi généreux, prompt à répondre à tous les besoins des autres. La générosité, la naïveté, la générosité. La générosité, oui. Oui, tout à fait, oui. Ça pourrait aussi se fonder sur le sentiment d'insécurité, le besoin de plaire. L'insécurité, le besoin de plaire, oui. Parce que tu te dis que si elle dit non, je vais peut-être, la personne ne sera pas contente de moi. C'est comme un enfant, non? Il est dépendant de ses parents. Tu es fâché, oh, il ne faut pas que tu sois fâché. Mais il y a des filles comme ça quand on était jeune.
Il y a des filles qui se donnaient aux garçons tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que le gars soit fâché. Le gars lui dit, je suis fâché. Elle dit, ouais, moi, je ne veux pas, mais comme tu es fâché, je ne veux pas que tu sois aussi fâché, non. C'est la même chose, c'est ça. Oui, mais c'est ça. La peur aussi. C'est-à-dire, comment vous pouvez nous dénigrer comme ça, là? La peur. Je dis comme ça. Je Le parle de La peur peur. aussi. Le conditionnement culturel. Le conditionnement culturel, la peur, oui. Familial, oui. Familial, La peur. Ouais. la peur. Mhm. Oui, tout ce conditionnement, dans mon cas, c'était ça. C'est-à-dire, moi, je me disais, parce que je me disais, ben, l'image que je me faisais de quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est bon ne dit pas non. C'est comme ça que moi, je voyais ça. Que quand tu dis non, tu es méchant. D'ailleurs, les enfants, c'est comme ça. Quand tu refuses, ils disent, papa, tu es méchant. Parce que tu as dit non. Et quand tu dis oui, oh, papa dit oui, papa, hé, hé. Alors que tu sais que ce n'est pas bon pour lui, mais tu lui dis quand même oui. Parce que tu veux être bon. Tu veux qu'on dise que tu es bon. Moi, j'ai vécu ça. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à partager qui aurait vécu quelque chose de similaire. N'arrivez pas. Moi, ça m'est arrivé, hein. Je prends le cas les exemples que je prends, c'est mon univers et la carte n'est pas au territoire. Donc, quand je parle des copines là, parce que c'est mon expérience, hein, Nathalie. Toi, tu peux avoir l'esprit des copains. Moi, je parle de des copines, donc chacun son expérience. Chacun parle de son expérience, hein. Donc, la carte n'est pas au territoire. Donc, c'est ça. Donc, voilà, il y a ça. Maintenant, il y a le quatrième niveau dans l'évolution du changement et dans l'apprentissage, c'est que vous devenez inconsciemment compétent. C'est-à-dire, vous ne faites plus d'efforts, vous n'avez même plus besoin vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes compétent. Ça peut être une compétence intellectuelle, ça peut être compétence, ça peut être. Je prends l'exemple. Est-ce que quand vous réveillez le matin, vous réfléchissez, est-ce que vous mettez le pied gauche, le pied droit d'abord en premier? Non, vous savez marcher, vous avez tellement fait ça dans votre vie que vous devez devenir inconsciemment compétent. Quand tu réveilles le matin, quand tu vas sous la douche, est-ce que tu réfléchis que bon, je vais prendre le savon avec ça pour faire comme ça? Mais vous êtes compétent, vous le faites. Mais ce n'est pas un acquis, il y a des gens qui ne savent pas le faire. Ou alors qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas c'est pas moi, peut-être ils n'ont pas les mains, ils n'ont pas l'eau, enfin, je ne sais pas. Mais pour vous, ça peut être banal. Quand je dois manger, je découpe, je prends mon couteau, je découpe. Je le fais inconsciemment. On m'a appris à manger à table. Je sais manger à table, je le fais de manière, mais je suis inconsciemment compétent. Mais il y en a pour qui ça ne sera pas évident. Vous irez peut-être au restaurant, tu vas voir quelqu'un qui se balle à côté, il regarde, il dit, toi mange d'abord, je vois comment tu manges. Parce qu'il ne sait pas qu'on prend le couteau à la main gauche ou à la main droite, il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, on ne prend rien pour acquis. Ça, c'est les exemples que je prends dans mon univers, mais chacun peut prendre les exemples de son univers. Oui, Cyril. Oui, je vais donner juste un exemple de ce que tu dis, l'inconsciemment compétent. Dans le cadre de mon métier, j'arrive dans une unité, je dois faire un avis de pertinence. Je questionne les outils, on me dit on n'a jamais fait ça. Mais moi, pendant des mois, j'ai essayé de chercher à faire comme on doit faire. À un moment donné, j'ai dit, mais je mets tout de côté. Je vais puiser dans ma tête et j'ai réalisé un projet qui aujourd'hui aide le ministère, aide ma région à pouvoir offrir des soins palliatifs aux enfants. Et puis, ce papier-là devrait passer à un congrès international à Londres, qui n'est parti de rien, qui est sorti juste de la tête. Alors, pendant des mois, j'ai essayé de vouloir chercher des outils qui existent déjà dans l'organisation pour faire le travail. Donc, ça veut dire que pendant longtemps, j'ai été inconsciemment compétent, jusqu'à ce que je me décide à dire non, ça suffit. Je vais faire comme je pense. Donc, c'est juste ce coup d'exemple-là que je vais donner. Très beau. Mais Cyril, tu t'es autorisé. Parce que quelqu'un d'autre aurait dit, je n'ose pas. Tu t'es autorisé. Et ça, c'est la PNL. Moi, c'est ce que je vois dans ce que tu as fait. Tu t'es autorisé d'aller puiser dans ce que tu sais. Parce que les gens, ils vont se limiter juste à faire ce qu'on a promis, ce qu'on leur propose, ce qu'on leur offre comme alternative. Ils ne vont pas chercher ailleurs. Ouais. Ils ne sortent pas. On dit to think out of, comment on dit encore en anglais, Joséphine? Penser en dehors de Out of the box. Out of the box, voilà. Il faut sortir c'est ça.
Les gens qui ont changé le monde sont les iconoclastes. Les gens qui ont changé le monde, ce sont les gens qui ont osé. Ce sont des fous qui ont changé le monde. Lorsque Zuckerberg lance Facebook, c'est un petit fou d'une vingtaine d'années au sous-sol, au garage de leur maison. Pareil pour les gars de YouTube. Pareil pour Microsoft. Pareil pour Steve Jobs. Tous sont des fous. C'est des fous qui changent le monde. Ce n'est jamais les gens qui font ce que tout le monde fait. Parce que ce que tout le monde fait, en réalité, c'est juste pour faire rouler la machine. Il n'y aurait rien. En PNL, on nous dit, je vous ai donné cette, je l'ai dit ici, dans le document que vous avez envoyé. Je pense que j'ai terminé. Dans le courriel que je vous ai envoyé, si vous regardez très bien, l'avant-dernière phrase. Je vais lire parce qu'il faut que je... Si quelqu'un a reçu mon courriel, l'avant-dernière phrase, que je dis, c'est que... voilà. Excusez-moi. J'ai dit ici, si votre façon de procéder ne fonctionne pas, essayez autre chose. Ça, c'est la PNL. Essayez autre chose. Parce qu'il y a autre chose. Et chacun sait qu'il y a autre chose. Et chacun peut essayer autre chose. Et comme nous avons toutes les ressources en nous, chacun a en lui les ressources pour essayer autre chose. Dans ton foyer, ça ne marche pas, essaye autre chose. Je ne dis pas que va voir ailleurs. Je dis que essaye une autre façon de fonctionner. Si chaque jour, quand ton mari arrive, tu lui demandes, tu étais où? Et il se fâche. Chaque jour, vous avez un problème. Essaye un peu de ne pas lui demander demain, tu étais où? Peut-être qu'il y aura autre chose, il y aura un autre résultat. Donc, je vais dire, ce n'est pas un exemple trivial, hein. C'est juste pour dire, essayez autre chose. Parce que souvent, nous faisons les mêmes choses et nous espérons avoir des résultats différents. Ça ne peut pas changer. Vous voyez ça même sur le plan politique dans les pays. On se comporte de la même façon, on fait les choses de la même façon et on dit on attend le changement. Sur le plan personnel, pareil. Sur le plan même, tu étudies de la même façon, tu as toujours 10 de moyenne. Et tu penses qu'il y a un miracle, un jour tu auras 16 de moyenne. En gardant la même façon d'étudier, les mêmes choses, le même fonctionnement, tu auras toujours tes 10 de moyenne de toute façon. Peut-être même que tu auras moins. Il faut juste changer. Peut-être juste changer, tu verras, comme Cyril disait, il a juste fallu qu'il change un peu la façon de faire les choses, il apporte un peu du sien. Voilà qu'il a donné un outil qui sert au gouvernement du Québec et qui, à l'international, va certainement servir. C'est ça. Et c'est ça, PNL. Donc, nous faisons tous la PNL, parfois même sans savoir. Inconsciemment, je l'ai fait. Oui. C'est beau? Cyril, je voulais poser une question, je peux? Oui, bien sûr. Je voulais savoir, la peur entre dans quel cadre ici, là? Il y a la peur, il y a même la timidité, tout ça, ça rentre dans quoi? Dans consciemment, inconsciemment, c'est dans quel... Non, je ne vais pas porter un jugement. Nous passons tous par ces étapes. OK? Et quand tu commences un processus d'apprentissage ou de changement, tu es d'abord inconsciemment incompétent. Nous passons tous par là, tous. Et nous passons toujours par là, toujours. C'est-à-dire, quand tu commences quelque chose de nouveau, tu es consciemment incompétent. Mais quand tu ne sais même pas que ça existe, tu es inconsciemment incompétent. Donc, nous passons. Maintenant, la peur, c'est une émotion. On va le voir plus tard. C'est une émotion très importante pour nous. En réalité, c'est un peu comme elle est là pour nous dire, c'est comme quand, je prends l'exemple médical, quand quelqu'un a la fièvre, Cyril, ça peut signifier plusieurs choses. Ouais. Donc, c'est ça la peur. J'ai peur. Ce n'est pas la peur qui a un problème. Ce n'est pas la fièvre. La fièvre indique qu'il y a quelque chose, un dysfonctionnement quelque part. Un indicateur. C'est un indicateur. Donc, la peur, c'est un indicateur. C'est pour ça qu'on me pose la question, mais j'ai peur de quoi? C'est ça qu'il faut retrouver. Tu as peur de quoi? Quel est l'objet de ma peur? Donc, la peur en elle-même, et puis Dieu merci, il faut qu'on vive avec la peur parce que sinon, tu n'as pas peur, tu risques même ta vie. Hein? Il faudrait bien que j'ai peur. Sinon, je peux être dans un avion et je casse l'avion, je vais expérimenter, sauter sans parachute dans un avion. Si je n'ai pas peur. Donc, heureusement, la peur, elle peut me dire, si tu oses, tu es foutu. Donc, au moins, ça me permet de me... La peur, en réalité, dans certaines circonstances, déclenche des hormones qui vous donnent une puissance et une force pour escalader, pour sauter même des murs, pour sauver votre peau. Donc, la peur peut, dans certaines circonstances, comme dans le cadre de la PNL, au lieu de nous paralyser, nous donner plutôt la force d'aller chercher le comment, pas le pourquoi, pas s'éterniser sur le pourquoi.
Oui, j'ai peur, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je fais pour sortir de là? C'est un Donc, indicateur. ce que je peux C'est dire. bon. Oui, s'il vous plaît, Cyril. Allô? Oui, Michel. Oui. Oui, je crois que la peur a deux rôles qui sont complémentaires. Mhm. La peur, c'est d'abord un signal pour te dire que quelque chose ne va pas. Et comme quelque chose ne va pas, il faut prendre conscience que cette chose ne va pas et comment est-ce qu'il faut résoudre pour baisser la peur. Donc la peur a deux rôles. Mais généralement, les personnes qui ne sont pas expérimentées conservent le rôle qui terrorise. Alors qu'il y a un autre rôle, comme venait de dire le médecin tout à l'heure, qui te permet de prendre le problème à bras le corps pour trouver des solutions pour sortir de cet état. Exact. Exact. Super. C'est beau? On peut avancer? Je voulais aussi dire un petit mot sur la peur. Oui, Anissé, bien sûr. Je m'allie totalement et j'insiste sur ce que Cyril vient d'évoquer. La peur qui peut donc être comprise comme une heuristique, donc vraiment quelque chose sur laquelle on se fonde pour booster un comportement, pour un changement ou voilà. Hans Jonas qui parle de l'heuristique de la peur. Oui, la peur. Nous allons voir quand on va parler des émotions, on va revenir là-dessus. Parce que c'est comme toutes les émotions, hein. Toutes les émotions et la gestion des émotions, c'est d'ailleurs un aspect important du développement personnel. Comment je gère mes émotions? La peur, la colère, c'est très important. Merci beaucoup, Anissé. Alors, la PNL a une pédagogie, c'est-à-dire comment elle s'enseigne, comment elle se donne à savoir, à apprendre, comment on la découvre, comment elle se donne à nous, elle se présente à nous. Alors, elle s'articule, cette pédagogie, autour, je l'ai dit au début, la modélisation et de l'expérimentation. C'est-à-dire, je dois expérimenter ce que j'apprends. Ce que la PNL dit, je dois expérimenter ce que j'apprends. Ça, c'est l'introduction, mais on va faire des ateliers pratiques. Mais la PNL, quand on la fait, c'est essentiellement des expérimentations. Ce qu'on appelle des techniques en PNL, des techniques de changement. C'est-à-dire, si vous parlez de la confiance en soi, je peux te faire un petit 2 minutes, un petit topo de 2 minutes. Après, go, on prend une technique, on expérimente. C'est quand tu as vu ça sur toi, ce que ça fait en toi que tu peux vraiment faire. Ce n'est pas juste au niveau de la tête. La PNL n'est pas au niveau de... Ce n'est pas une connaissance à avoir. Ce n'est pas une somme de connaissances pour dire je suis un expert en PNL. Non. On est PNListe parce qu'on vit la PNL. Oui, Nathalie? Quand tu parles de modélisation, ça signifie qu'il faut toujours avoir un modèle ou bien s'appuyer sur un modèle? Oui. La PNL, grâce à PNL, regarde, tu t'appropries ce que les autres qui ont du succès, les gens qui ont du succès, comment ils se comportent, comment ils font pour avoir du succès, pour réussir. Je te prends un exemple. Mais tu as cité des gens qui ont du succès, mais qui sont très loin de nous. Il faut pouvoir contextualiser justement cette modélisation. Je ne vais pas voir Steve Jobs, je ne vais pas voir l'inventeur de Facebook. Là, voilà, par exemple. Il faut trouver des modèles autour de nous. Mais ce que Cyril veut dire, je me permets, excusez. Oui. Ce que Cyril veut dire, c'est que ceux qui réussissent ont un fil conducteur, ont quelque chose en commun. Il y a quelque chose en commun. Le contexte, il est à chacun. Nathalie a son contexte au Cameroun, le père en Autriche a son contexte, mais ceux qui réussissent, dans le fond, que ce soit les grands sportifs, les Zuckerberg, ils ont quelque chose en commun qu'on doit aller prendre et expérimenter. Un peu comme la prière. Lorsqu'on a prié, on a demandé quelque chose, Dieu nous a exaucé. Ça fait quoi? Ça renforce notre foi. Lorsqu'on a expérimenté quelque chose, ça a marché. Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, on reprend cette chose-là parce que ça a marché. Je m'arrête là. C'est pas moi le... D'accord, c'est juste ma contribution. Merci. La modélisation est essentielle. Hein?
Elle dit modéliser, c'est tout. Tu peux modéliser même ton enfant. Elle dit, tu peux avoir 3 enfants. Il y a un enfant qui a des qualités, des habiletés extraordinaires dans un domaine. Si tu as maîtrisé l'outil modélisation que la PNL offre, tu peux modéliser comment cet enfant et puis l'enseigner à d'autres enfants. C'est ce qu'on fait. L'école est basée là-dessus sur la modélisation. Tu vois un peu. Donc, moi, j'ai pris les exemples, mais écoute, Jésus a été modélisé, hein, et on l'enseigne en PNL. Jésus a été modélisé. On a modélisé, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, les premiers qui ont été modélisés, c'est Milton Erickson, par exemple, le père de la psychologie, le père il a même créé l'hypnose ericksonienne, Virginia Satir. Donc, on modélise, mais tu peux modéliser Charles Ndongo, le directeur général de CRTV. S'il y a quelque chose en lui, on ne modélise pas tout le personnage. Hein. Il y a les zones d'ombre et les zones de lumière. On modélise la lumière. La PNL évolue au niveau de la lumière, pas au niveau de l'ombre. C'est-à-dire, s'il y a des qualités, par exemple, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui est là. Il a été mon camarade de classe pendant 2 ans à l'université catholique, Étienne. Alors, Étienne, c'est un esprit vif. Il a 2 doctorats. Mais comment on fait pour avoir 2 doctorats en peu de temps? Je peux modéliser rien que ce morceau de lui, qui est sa vivacité intellectuelle. Ça, je peux modéliser. Mais il y a des techniques. Je lui pose des questions, je recueille les informations, et puis je suis un process, et je peux enseigner ça à un jeune qui veut être intellectuel, comme Étienne Locke. Ouais, un peu. Je peux modéliser quelqu'un qui est généreux, très généreux. Parce que ce n'est pas donné. Tout le monde n'a pas les mêmes qualités, hein, naturellement. Il y a des gens qui veulent être généreux, mais ne peuvent pas. Alors, mais ils peuvent apprendre à être généreux. C'est ça, la programmation. On peut programmer ça. Quelque chose que tu n'as pas, tu peux l'obtenir. On peut modéliser. Le cardinal Toumier est décédé. On peut modéliser le courage des hommes d'église en lui. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont plus ce courage. Excusez-moi, c'est un peu je vais aller un peu hors sujet là. Mais le courage chez nos pasteurs, on peut modéliser le courage de rester debout jusqu'au bout de chez lui. Et puis ça, c'est les qualités des ressources qu'on peut modéliser. L'ambition, l'audace. On peut modéliser l'audace de quelqu'un comme Obama. Il a d'ailleurs écrit son livre Audacity of Hope. L'audace d'espérer. On peut modéliser parce qu'il a fallu l'audace pour qu'un noir qui n'a jamais eu un vrai travail, Obama, avant de devenir président, n'avait jamais eu un vrai travail. Ah oui. Il n'avait jamais eu un vrai travail. Mais il est devenu président, son premier job, vraiment job respectable, c'est président de la République. Mais on peut modéliser ça. On peut modéliser toutes sortes de choses que vous voulez. Je veux dire, mais la PNL nous donne les outils de modélisation, mais la PNL est basée sur l'expérimentation. OK? Parfait. Allez, c'est tellement rapide là. Rapide. Alors, je vous ai dit au début que la PNL et le développement personnel se fait en pleine conscience, lorsqu'on est en pleine conscience. La pleine conscience, c'est être présent au moment présent. Être présent ici et maintenant. Parce que, peut-être que vous avez fait cette expérience, mais moi, j'ai fait cette expérience que je suis ici, mais une partie de ma tête est en train de voir, oh, je vais envoyer la facture là-bas, oh, l'université m'a envoyé un courrier, il faut que je réponde. Oh, ma femme a dit qu'elle attend ça le soir de moi. Oh, je vais... Parfois, c'est comme ça. On est partout, on est éparpillé. On n'est pas présent. Ce qui fait que l'énergie, mon énergie, on va le voir tout à l'heure, parce que le développement personnel, tout tourne autour de l'énergie. Dans la vie même, tourne autour de l'énergie. Alors, si je suis en même temps ici, en même temps au Cameroun, en même temps en train d'imaginer ce que je vais manger le soir, en même temps en train de dire que celui qui m'a répondu, il va voir ce que je vais lui dire tout à l'heure. En même temps, mais mon cerveau, mes énergies sont tellement éparpillées que je ne peux pas être la meilleure version de moi-même. Je ne peux qu'être petit, tu vois un peu. Je suis comme une télévision noir sur blanc. Noir sur blanc avec les petits, vous voyez un peu les affaires comme s'il pleuvait là. On ne capte pas bien les ondes, c'est pas bien capté. Et beaucoup de gens vivent une vie comme les télévisions noir sur blanc de l'époque là, avec
Parce qu'on n'est pas clair, on n'est pas haute définition. Haute définition, c'est que je suis ici et maintenant. J'ai 2 heures de temps à passer avec vous. Il n'y a que vous qui comptez. Je ne peux pas être en même temps en train de penser à ma femme, en même temps en train de penser à l'argent, à penser à autre. Non, je dois être ici et maintenant. C'est ça la pleine conscience. Cyril, tu me fais dire que une expérience que je veux partager là avec ce que Cyril vient de dire. Quand je sors du travail, j'avais mes écouteurs en main parce que je suis sortie, on avait l'inspection, je suis sortie peut-être à 18h moins 5. Je venais d'appeler Hans pour lui demander s'il sera au cours. Je ne sais pas comment. Pendant ce temps, ma tête était déjà à la maison. Il fallait que je sois là et tout. J'ai perdu mes écouteurs et en main. J'arrive dans le taxi. C'est quand je veux maintenant, je fouille mon sac. Rien. Ce que j'ai là, je viens de payer ça. Donc, ce que je lui dis là, donc, à un moment, j'ai même dit au taximan, à un moment, je n'étais pas là. Comment je peux perdre les écouteurs? J'ai ça en main. Les longues fils comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce que Cyril dit là, on est là et on n'est pas là. Je n'étais pas là. J'étais ailleurs. Et ça s'est perdu. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Merci, Louise. Ça peut nous arriver aussi. Hein. Si ça arrive de temps en temps, c'est une chose. Mais ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'il y a des gens qui traversent leur vie comme ça. Ils traversent la vie éparpillé jusqu'au jour de leur mort. Il n'est jamais quelque part. Et ce quelque part, c'est lui-même. Il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il n'est jamais présent à lui. Il est présent à tout, sauf à lui. On les appelle les déserteurs du moi. Tu désertes le chez toi, tu vas chez tout le monde. Il pense qu'il faut que j'envoie l'argent au pays. Il faut que j'aide tel oncle. Oh, ma petite soeur. Oh, l'enfant a bu le pétrole. Oh, j'ai appris qu'il y a un grumier qui est tombé sur une RAF4 à Douala. Oh, le cardinal Toumi, l'a enterré aujourd'hui. Oh, je vais faire comment demain? Oh, il vit. On ne dit pas qu'il ne faut pas penser aux choses. Mais on ne prend pas le temps d'être présent ici parce qu'on ne souffre pas lorsqu'on est dans la pleine conscience. Si vous avez fait l'expérience tout à l'heure, c'est un moment de légèreté. On ne souffre pas lorsqu'on est dans le présent. On souffre lorsqu'on est dans le futur ou dans le passé. La souffrance n'existe pas dans le présent. Mais Jésus dit que, quel est le nom de Jésus? Il s'est défini comment? Il dit, je suis. Je suis. Dieu, c'est qui je suis? C'est le présent. Ce n'est pas le passé. Ce n'est pas le futur. Le futur, c'est quoi? C'est le présent d'aujourd'hui qui devient futur, non? Mais si j'ai passé tout mon présent à être absent, je ne prépare quel futur? Il n'y aura aucun futur pour moi. Il n'y aura absolument aucun futur. C'est comme un enfant qui ne prépare pas ses examens, il n'étudie pas aujourd'hui, mais il dit, j'espère que je vais réussir le bac. J'espère, mais il n'y a rien. Il n'y aura aucun miracle. La vie ne vous donnera que ce que vous aurez. Demandez à la vie ou investir dans la vie. Pareil lorsqu'on est dans le passé. Souvent, c'est le passé. Hein? On reste là parce que ta copine, quand tu avais 18 ans, ton copain t'avait barré quand tu avais 18 ans. Mais tu as déjà 40 ans, tu continues à en vouloir à ce gars. Peut-être qu'il est déjà mort. Mais tu passes ta vie à en vouloir à quelqu'un qui t'a barré, tu avais 18 ans. Mais mon Dieu, waouh, c'est quelle vie ça? Tu vis dans un passé qui n'a même pas. Peut-être le gars, où il n'existe même plus. Mais ce n'est pas possible. Mais les gens comme ça, hein, je ne vais jamais pardonner. Je ne vais jamais te pardonner. Mais tu ne me pardonnes pas, pourquoi? Mais tu te mets en prison. La personne, elle continue à vivre sa vie. Et elle vit bien sa vie. Donc, ça, c'est les questions. Hein. La PNL nous aide aussi. Permet de mettre le doigt sur ces questions-là. Adeline, tu voulais dire quelque chose? Oui. Je voulais te demander comment est-ce qu'on fait pour sortir de ces états parce que j'ai l'impression que c'est des tempéraments que des personnes naissent avec. Donc, c'est comme dans une nature. Parce que quand les enfants naissent, on les observe. Il y en a qui sont très vigilants, il y en a qui sont rêveurs. Et beaucoup de personnes rêveuses finissent dans ce tempérament de toujours être un peu comme dans les nuages. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour en sortir? Yes, tu as posé une question de PNL. Comment on fait? C'est ça, c'est la bonne question. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et c'est pour ça que nous sommes là. Okay? C'est une très bonne question. Hein? Vraiment, Cyril, il faudra trouver la réponse. C'est une très bonne question. On va y arriver parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir avant
Vous voyez un peu, l'apprentissage, ce n'est pas étape. Hein. Si je vous donne, en PNL, on ne donne pas de réponse. Parce que le postulat que chaque être humain a les ressources en lui pour trouver réponse à ces questions. Tu vas à la fin de l'atelier, tu n'auras pas toutes les réponses parce que c'est un atelier d'introduction générale. La PNL, c'est en 4 étapes. Ok? C'est un atelier d'introduction générale, mais tu auras déjà des bribes de réponse à ta question. Prends ton mal en patience, Adeline. Je ne peux pas te donner les réponses parce que sinon, je suis en train de te donner ma carte du monde. La carte n'est pas au territoire. Okay? Je ne suis pas là pour donner les réponses. Je suis là pour donner peut-être mon opinion, mais je ne peux pas des réponses. Mais chacun a des réponses. Parce que nous sommes les experts de nos vies. Chacun est expert d'une chose. Je suis expert de Cyril Niek. Mais souvent, je sous-traite à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est plus expert de ma vie que moi-même. Et ça arrive souvent. Que d'autres personnes prennent le lead de notre vie. On est là, on les suit aussi. On les suit. Si tu permets, Cyril, ce que tu es en train de dire, l'expertise là, dans le domaine de la santé, c'est en train de changer. On nous apprend aujourd'hui que le malade et l'usager, le patient, est expert de sa situation. Parce qu'on les a gérés de façon très paternaliste et on a souvent échoué à bien les soigner. Celui qui est diabétique, il est expert de sa situation. Tu dois composer la bonne intervention avec lui. Donc, ce que tu dis, nous, on est experts et aujourd'hui, nous, on nous apprend, nous, les praticiens de la santé, que, attention, tu ne maîtrises pas tout. Ton malade, il est expert de sa situation. Et comme tu dis, nous sommes des experts de notre situation, de ce que nous vivons. Donc, c'est juste pour rejoindre ce postulat que tu es en train d'affirmer. Merci. Exact. Merci beaucoup, Cyril. OK, on va avancer. Merci beaucoup. Donc, vous allez lire, ça c'est vraiment la pleine conscience que je vous ai dit là, c'est être présent au moment présent pour vous connecter à votre don sacré. On l'a vu tout à l'heure, pas du don sacré, c'est chacun a reçu. Vous voyez, chaque être humain a une part de sacré en lui. Ce qu'on appelle la zone de lumière. Chaque être humain a cette zone de lumière, cette lumière en lui. Les croyants chrétiens comme moi vont dire que Dieu demeure en chacun d'entre nous, dans ta conscience, nous sommes tous faits à bon, ça, c'est les chrétiens vont le dire et c'est vrai. Parce que je dis c'est vrai parce que c'est mon croyance. Hein. Ce n'est pas parce que c'est vrai dans l'absolu. La PNL, il n'y a pas de vérité dans l'absolu. C'est vrai parce que j'y crois. Donc, c'est ma carte. Ma carte, ce n'est pas le territoire. Mais d'autres personnes vont te dire, tu as en toi la semence, ce qu'on appelle le don sacré, la semence de tout ce que tu veux obtenir dans la vie. Et c'est vrai. La semence de tout ce que tu veux obtenir. Puisque c'est le désir. Si tu as le désir de quelque chose, ça veut dire que cette chose, tu peux l'avoir. Si tu as le désir de quelque chose. Les jésuites parlent du désir du désir. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais c'est ça, c'est ça. La spiritualité, le désir du désir. Donc, si tu as le désir de quelque chose, tu peux obtenir cette chose. Et tu as toutes les ressources en toi pour l'obtenir. Je prends un exemple. Peut-être ça vous est arrivé, les hommes qui sont là, peut-être les femmes aussi, mais je ne veux pas les hommes parce qu'ils vont se reconnaître. Anissé qui regarde son ordinateur va se reconnaître. Avant d'être, il n'est pas né prêtre, il était un jeune shoga. Vous allez voir que quand on était au secondaire, c'est les gars qui étaient les plus entreprenants. Parfois, c'est même les gars qui n'étaient même pas brillants à l'école. Ils étaient un peu voyous, mais c'est eux que les filles aimaient. Mais posez-vous la question, la PNL va répondre à la question. Mais pourquoi? Cyril, tu nous cherches aujourd'hui, hein, c'est même quoi? Cyril, ça c'est tellement vrai, ça m'amuse. Hein? Oh yes, c'est vrai. Michel, c'est vrai. Michel, Cyril, après le cours, là, derrière la maison, on va se voir. En rentrant de l'école, là, on va se voir. Tu nous cherches trop. Oui, Cyril. Mais c'est vrai, Sophie. Oui, Cyril, pendant que nous étions en classe de première, oui. Et toutes les premières regardaient les filles de 4e et de seconde. Et on se rabattait plus en seconde, en 4e. Oui. Alors, une jeune demoiselle est arrivée très géante, mais très belle. À cause de sa taille, tout le monde avait peur d'elle. Voilà quelqu'un que nous on prenait pour un bouffon et qui était en classe de seconde, qui a tenté sa chance et c'est lui qui sortait avec elle. Il a trouvé le vrai amour que nous on cherchait
Mais oui. Tout le monde était jaloux de lui. Mais oui. Ah oui. Mais oui. Oh, c'est les camps. Oui, c'est cela. Et ce n'est pas loin. Vous voyez, quand il vous dit qu'on a modélisé Jésus, Jésus ne dit pas autre chose que ça. Hein. Demandez, vous obtiendrez, vous recevrez. Demandez à vous-même d'abord. Demande à toi-même. Autorise-toi, tu vas obtenir ça. Mais en réalité, la vie est comme ça. C'est les exemples comme l'exemple que Michel donne. On a vu ça dans tous les domaines. Mais Cyril était mon ami, mon promotionnaire à l'université. Quand on arrivait à l'université, quand tu es arrivé en 93, moi je suis arrivé en 94. On avait un ami qui est aujourd'hui inspecteur des impôts. On l'appelle Enzo. Je ne vais pas donner son nom ici. Mais Enzo était un garçon qui n'était pas plus beau que toi, Cyril. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ma mère a dit que je suis beau. Et quand il rencontrait une fille, il disait, je suis beau, ma mère m'a dit que je suis beau. Nous, on croyait que c'est la blague. Mais toutes les filles l'aimaient parce qu'il se proclamait beau et il était devenu beau aux yeux de toutes les filles. Mais ce n'est pas possible. Une confiance extraordinaire qu'il avait en lui. Mais oui, il a développé ça en lui. Et puis, c'est ça. En réalité, les gens nous captent tel qu'on se projette. Les gens nous captent tel qu'on se projette. Si tu te captes comme misérable, et si tu te projettes comme misérable, on te capte comme misérable. Tu te projettes comme quelqu'un de sérieux, on te capte comme quelqu'un de sérieux. Il n'y a pas de miracle, c'est comme ça, c'est la loi de l'attraction. C'est comme ça. On te capte comme tu te projettes. Et c'est très important en développement personnel que nous sachions que nous devons nous projeter dans notre meilleur jour. Si chaque jour je me projette comme quelqu'un qui a faim, qui souffre, moi je suis comme ça. Mais vous allez voir Cyril comme un petit misérable et vous serez toujours en train de me voir comme un petit misérable. Ce qui n'est pas faux, puisque c'est ce que je vous ai donné à voir. C'est très, très important pour vous.